Et salut chers camarades et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on continue la lecture de Totalité et Infini par Emmanuel Levinas. On va lire aujourd'hui la troisième partie de la première section qui s'intitule Vérité et Justice. On a déjà parlé du lien entre la vérité et la justice plusieurs fois déjà, mais là voilà, c'est la partie en fait qui va se focaliser sur ça, qui va explorer cette relation entre la vérité et la justice dans le détail, quoi. Alors on va récapituler vite fait ce qu'on a fait jusqu'ici. On a dit que l'être désire l'extériorité, qui est aussi un désir. Genre l'extériorité est un désir. Donc en fait l'être désire le désir, mais le désir avec un grand D, avec un D majuscule. Et ce désir, c'est en fait le désir d'autrui, c'est désirer l'autre. Mais comme on a dit, c'est un désir très particulier, puisque c'est un désir qui ne peut pas être satisfait. Déjà quand on désire le désir, c'est qu'en fait on désire l'insatisfaction, déjà. Donc, on désire en fait un désir qui est insatiable, ce qui est nécessaire puisque autrui est infini. Hein, si l'objet de notre désir c'est l'infini, oui, on va avoir du mal à combler ce désir. Mais c'est comme ça que les choses doivent être pour qu'il y ait justice dans le monde. Désirer ce qui ne peut pas être satisfait, c'est la base de l'éthique en fait. Parce que je fais le choix conscient de sacrifier ma propre satisfaction pour l'autre, justement. Mais c'est là où on devient aussi pleinement soi-même. C'est-à-dire que c'est en fait avec ça aussi que on va s'extérioriser nous aussi. Donc le désir de l'autre, c'est un peu une nécessité. Mais comment ce désir peut s'accomplir sans réduire l'autre à un objet? On a vu que c'est par la transcendance ou par la métaphysique. Hein, je suis absolument séparé d'autrui, donc pour être en relation avec lui, je ne peux le faire que par voie de métaphysique. Comme la métaphysique ne touche pas réellement autrui, je peux être en relation avec lui tout en restant séparé. Mais en quoi cette métaphysique consiste? La métaphysique, on l'a vu, c'est le discours, aussi avec un D majuscule. Et Levinas nous dit déjà nous fait un petit récapitulatif vite fait de ce qu'il veut dire par discours. Il dit « La métaphysique ou la transcendance se reconnaît dans l'œuvre de l'intellect qui aspire à l'extériorité qui est désir. Mais le désir de l'extériorité nous a paru se mouvoir non pas dans la connaissance objective, mais dans le discours, lequel, à son tour, s'est présenté comme justice dans la droiture de l'accueil fait du visage. » Ok, donc, le discours est un acte où on accueille autrui lorsqu'on est face à face avec lui. Je vois le visage d'autrui et le visage m'interpelle, hein, il m'invite à lui donner mon discours. Donc le discours, c'est la justice en fait. Mais on a insisté aussi que ce discours, pour qu'il soit juste, il doit être vrai. Mais on a distingué la vérité de la connaissance objective. La connaissance objective, c'est de l'ontologie, hein, ou ça peut être même de la rhétorique, et on a vu que le problème, c'est qu'elle se place comme fondamentale par rapport à l'éthique. Donc là, on a en fait la vérité, comme connaissance objective ou comme rhétorique. On a d'abord la vérité, et ensuite, la justice arrive. Mais pour Levinas, c'est la justice qui doit avoir le primat. Et la vérité, en fait, ne peut que découler de la justice. Si mon discours est juste, c'est-à-dire qu'il ne totalise pas autrui, qu'il respecte son altérité, alors mon discours est vrai. Et là, on va voir en plus de détails ce rapport entre la justice et la vérité. Et pour cela, il faut aussi amener la notion de liberté. Donc on y va, voyons ce que nous dit Levinas. Alors premièrement, la vérité, peu importe comment on la définit, elle a quand même un critère fondamental. Et ce critère, c'est celui de l'intelligibilité. Pour que quelque chose soit vrai, il faut qu'elle soit intelligible, c'est-à-dire de l'ordre de l'intellect, c'est-à-dire qu'il peut être constaté et compris. C'est en ça qu'elle est une connaissance, quoi. La vérité reste donc du domaine de la connaissance. Si on ne peut pas connaître quelque chose, si on ne peut pas la constater ou on ne peut pas la comprendre, on aura du mal à dire que telle chose est vraie. Mais il y a aussi un autre aspect à l'intelligibilité, autre que le simple fait de constater et de comprendre. Si on la limite à ça, alors ça sera juste de la connaissance objective et rien d'autre. Et on a dit que la vérité, elle se distingue de la connaissance objective. Donc le troisième aspect qu'on pourrait ajouter, c'est justifier. C'est le fait de justifier. Une connaissance est vraie lorsque elle est justifiée. Et dans le verbe justifier, il y a la notion de justice, c'est-à-dire qu'on fait appel à un ordre moral. Justifier quelque chose, c'est dire qu'elle soit morale ou qu'elle ne pose pas de problème à l'ordre moral, en fait. D'accord? Genre, même si la chose, elle n'est pas morale en elle-même, elle n'est pas immorale en tout cas. Voilà. Donc, justifier, c'est déjà soumettre quelque chose à une critique morale. Mais si on soumet une connaissance à une critique morale, genre
voilà, un fait, on va le soumettre à une critique morale, ben en fait, on fait quelque chose de bien particulier à ce fait-là. Lévinas nous dit la justification du fait consiste à lui enlever le caractère de fait, d'accompli, de passé, et par là d'irrévocable, qui comme tel met obstacle à notre spontanéité. Alors, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Eh bien, prenons la fin de la phrase. Il dit que les faits sont des obstacles à notre spontanéité. Bon, ça semble assez évident. Quand on agit de manière spontanée, on a des chances de se heurter à des faits qui vont être une bonne claque dans la gueule, quoi. Je vois quelqu'un qui me plaît, là, la spontanéité m'emporte, je vais draguer la personne, mais voilà, j'apprends qu'elle est en couple, et donc, du coup, le fait qu'elle est en couple est un obstacle à ma spontanéité, voilà, c'est clair. Sauf que, comme ce fait est justifié, c'est-à-dire, c'est justifié dans le sens qu'on sait qu'il ne faut pas draguer le conjoint d'une autre personne, sauf si toutes les personnes impliquées sont d'accord. Voilà, donc le fait il est justifié. Alors Lévinas nous dit, si le fait il est justifié, bah du coup ce n'est plus un fait. Il n'est plus un fait parce que il a été soumis à une critique morale qui, comme on a vu en fait les fois précédentes, la critique morale en fait qu'est-ce qu'elle fait? Bah en fait elle retire le déterminisme, elle retire le fait du déterminisme. Ce n'est plus un fait qui est déterminé en fait. Justifier un fait, c'est le poser là, dans le présent, et de le questionner de nouveau. C'est comme si en fait le fait se produit de nouveau, mais un peu comme pour la première fois. Donc il s'agit ici de lui enlever ce caractère de fait, le caractère de déjà accompli, de déjà passé, et donc du coup d'irrévocable. Quand on justifie un fait, en fait, on a remis en question le statut de fait irrévocable, et que donc, voilà, on remet en question son statut en tant qu'obstacle à ma spontanéité. Donc, la justification, c'est la remise en question de l'obstacle à la spontanéité. Est-ce que l'obstacle est justifié, oui ou non? Est-ce qu'il doit exister de base ou pas? Est-ce qu'il doit être un obstacle ou pas? Est-ce que le fait que la meuf a un conjoint doit être un obstacle pour ma spontanéité ou pas? Sauf que là, il y a un problème. Et le problème, c'est que si en fait on considère que justifier quelque chose, c'est lui enlever son caractère d'obstacle à une spontanéité, bah, ça veut dire en fait qu'on va donner le primat à la spontanéité. Ma spontanéité, elle, n'est pas remise en question. C'est les obstacles à ma spontanéité qui sont remis en question. C'est les obstacles, c'est-à-dire c'est les faits qui sont remis en question, pas ma spontanéité. D'accord? C'est eux qu'on met à l'épreuve pour voir si oui ou non il mérite d'être un obstacle ou pas à ma spontanéité. Dire que obstacle à notre spontanéité, le fait est injuste, c'est supposer que la spontanéité ne se met pas en question, que l'exercice libre n'est pas soumis aux normes, mais est la norme. Donc là, effectivement, ça peut poser un problème, parce que si ma spontanéité devient la norme, bah alors l'intelligibilité n'a plus aucun sens. Comme il dit, et cependant le souci d'intelligibilité se distingue foncièrement d'une attitude qui engendre une action sans égard pour l'obstacle. Il signifie au contraire un certain respect de l'objet. Donc, une attitude qui engendre une action sans égard pour l'obstacle signifie une spontanéité qui, en fait, dès le départ, elle s'en fout des faits justifiés. Dès le départ, elle s'en fout des obstacles. Et donc, l'intelligibilité, elle ne permet pas ça, justement. Puisque la connaissance repose sur le constat, la compréhension et aussi la justification, déjà, elle est intentionnelle. Intentionnelle dans le sens philosophique, c'est-à-dire qu'elle se rapporte à un objet. On constate quelque chose, on comprend quelque chose, on justifie quelque chose. Et l'objet est bien sûr un fait. Donc l'intelligibilité ne peut pas mettre la spontanéité comme fondamentale, puisqu'en fait la spontanéité a l'air de s'en foutre complètement s'il y a un objet ou pas. Donc la spontanéité doit être subordonnée aux faits justifiés, donc elle doit déjà être subordonnée à des obstacles. Elle doit déjà en fait respecter les objets qui se mettent devant elle, les faits qui se mettent devant elle. Mais dans ce cas, c'est la spontanéité qui est remise en question. Lorsque la spontanéité est inhibée, lorsqu'elle se heurte à un obstacle, c'est elle qui est remise en question, c'est pas l'obstacle. Quand on justifie un fait, lorsque l'obstacle demande une justification théorique ou une raison en sa faveur, c'est que notre spontanéité est remise en question. Et si notre spontanéité s'en branle, si on doit justifier un fait, il faut d'abord remettre en question la spontanéité pour qu'elle arrête de s'en branler, quoi. Pour qu'elle se dise, je vais considérer le fait. Parce que si en fait la spontanéité s'en branle du fait, il n'y a rien à justifier, tu vois. Donc il faut d'abord mettre en question
la spontanéité, il faudrait dire à la spontanéité, bon bah là tu te calmes un petit peu, il faut respecter les faits, et une fois qu'elle respecte les faits, là on peut considérer, remettre en cause les faits. Citation, pour que l'obstacle devienne un fait qui demande une justification théorique ou une raison, il a fallu que la spontanéité de l'action qui le surmonte soit inhibée, c'est-à-dire mise elle-même en question. C'est alors que nous passons d'une activité sans égard pour rien à une considération du fait. Donc, pour qu'il y ait connaissance, il faut d'abord une remise en question de la spontanéité, c'est-à-dire de la liberté, quoi. Par la remise en question, d'abord on veut dire un arrêt ou une suspension de l'acte. Quand on est dans la spontanéité, on est dans l'action. Il n'y a rien qui arrête notre mouvement quand on est spontané, c'est connu. C'est en ce sens en fait qu'on est libre. Tant qu'on agit dans la spontanéité, on sent qu'on est libre parce qu'il n'y a rien en fait qui fait obstacle à ce mouvement. Mais lorsqu'on se heurte à un obstacle, parce qu'évidemment, tôt ou tard ça arrive, tu peux rester tout le temps dans la spontanéité, au bout d'un moment, voilà, il y a des obstacles qui vont te mettre une claque dans la gueule. Et donc là, le mouvement est suspendu. La liberté doit s'arrêter à un moment et ne pas se laisser aller dans ses élans. Voilà, tu veux draguer la meuf, mais voilà, là, un conjoint, ta liberté ne peut pas continuer, même si tu sens la force du désir qui te pousse. Alors bien sûr, il y a plein d'autres raisons pour ne pas draguer une nana que parce qu'elle est maquée, mais c'est juste pour l'exemple. Ce qui compte, c'est que ta spontanéité rencontre un obstacle. Et à ce moment, c'est elle qui est remise en question. Elle est remise en question parce que là, tu vois qu'il y a un risque que tu commences à envahir la liberté de l'autre, en fait. Et là, il y a une prise de conscience, justement. Lorsqu'on se heurte à ça, on est arraché à nos mouvements primo-sautiers, à nos impulsions qui nous empêchent de réfléchir, qui sont spontanées. Et donc du coup, la suspension de nos actions spontanées ouvre la pensée et elles ouvrent la voie de la théorie. Je réalise en fait que je suis séparé de l'autre à cause de ces obstacles, et donc la suspension de la liberté ouvre la possibilité de la théorie et donc de la transcendance et de la métaphysique. Donc la justification suppose la remise en question de soi, de sa propre liberté, et c'est là où on peut parler de vérité, justement. Quelqu'un qui met pas sa liberté en question, il est très très loin du vrai. Selon Lévinas, la théorie où surgit la vérité est l'attitude d'un être qui se méfie de soi. Le savoir ne devient savoir qu'un fait que si, en même temps, il est critique, s'il se met en question, remonte au-delà de son origine. Donc voilà, toute connaissance qui aspire à la vérité se doit d'être critique. Critique dans le sens étymologique du terme, le terme critique vient du grec krénéin, qui signifie juger, justement, discerner, séparer, mais aussi remonter à l'origine. Quand on fait la critique de la société, par exemple, on fait apparaître les principes, les causes, les mécanismes qui font cette société, qui se cachent derrière les apparences. Et là, Lévinas nous dit qu'il faut remonter encore plus loin, encore au-delà de l'origine, c'est-à-dire remonter vers autrui, l'origine infinie de l'origine, si tu veux. Donc quand on fait de la critique, on arrive à autrui comme cause de ma liberté. Et cette connaissance, c'est la base de toute vérité et de tout savoir. Là, en fait, le savoir commence là où je remonte à autrui, c'est-à-dire l'éthique. C'est un mouvement contre nature, bien sûr, puisqu'il m'arrache à la causalité. Dans le cas de Lévinas, lorsqu'on remonte à autrui, ce n'est pas en fait identifier les causes comme dans le déterminisme, parce que quand on remonte à autrui, en fait, on s'extirpe déjà du déterminisme et de la causalité. C'est ainsi en fait que je prends conscience de ma liberté et que je peux même la comprendre. Par la critique de ma spontanéité, je me critique moi-même, ce qui fait que je remonte à autrui et dès lors, le savoir est possible. Mais la remontée vers autrui, cette autocritique, qu'est-ce qu'elle indique en fait? Quand je pratique ce mouvement contre nature qui m'extirpe de la nature elle-même, qui m'extirpe de la causalité, qu'est-ce que je découvre en fait? Alors, on ne découvre pas qu'on est un surhomme tout-puissant. S'extirper de la causalité, c'est limite un complexe de mégalomanie. Croire qu'on n'est pas affecté par les causes, t'imagines les chevilles, quoi. Mais non, en fait, lorsqu'on est en dehors de la nature, c'est là où on est le plus vulnérable, puisque c'est là qu'on doit justifier notre liberté, justement. Le mégalomane, lui, quand il sort de la causalité, il croit qu'il peut exister sans qu'on lui demande des comptes, sans qu'il doit une justification à qui que ce soit. Mais non, en fait, si on te sort de la causalité, c'est précisément pour qu'on te demande des comptes.
selon Lévinas, cette critique de soi peut se comprendre soit comme une découverte de sa faiblesse, soit comme une découverte de son indignité. C'est-à-dire soit comme une conscience de l'échec, soit comme une conscience de la culpabilité. Dans le dernier cas, justifier la liberté, ce n'est pas la prouver, mais la rendre juste. D'accord, alors, qu'est-ce qu'il nous dit, Lévinas? Il nous dit la vulnérabilité, quand on se critique, c'est soit on découvre notre faiblesse, soit on découvre notre indignité. Et l'indignité, c'est... L'indignité, en fait, c'est soit en fait l'échec, soit la culpabilité. Et si on doit justifier notre liberté, là, on est dans la culpabilité. Pour la faiblesse, hein, on n'a pas à nous sentir coupable, hein, on peut juste les justifier en les prouvant, genre prouver que je suis vraiment faible, quoi. Mais prouver une faiblesse n'est pas accompagné d'une culpabilité, puisqu'on n'est pas responsable de la faiblesse. Bon, on peut être responsable hein, si on veut faire du sport, mais on n'arrive pas à se traîner du lit, par exemple. Mais là, c'est plus de l'ordre de l'échec que de la faiblesse, quoi. Et l'échec, c'est comme la culpabilité, ça appelle à la justification. L'échec de la culpabilité font qu'on doit justifier notre liberté, au sens de rendre juste. Si j'ai choisi de rester au lit au lieu d'aller au sport, alors que j'étais capable d'aller au sport, ma liberté est remise en question. Et pour la culpabilité, ben, si on se sent coupable, c'est qu'on doit apporter une justification pour nos actes. Comme on l'a dit plusieurs fois avant, dans l'acte de se justifier, on court à notre secours. Donc quand on s'extériorise dans le fait de se justifier, quand on s'extériorise, ben voilà, on s'extériorise déjà dans le fait de se justifier. Donc on ne peut vraiment être soi que quand on est face à notre échec ou à notre culpabilité. Bref, lorsqu'on est indigné par soi-même. Mais cette vision de Lévinas implique que l'indignation est antérieure à l'échec. Je suis d'abord indigné et ensuite je vois si mon indignation est un échec ou une culpabilité. Et la raison pour laquelle Lévinas met les choses dans cet ordre-là, c'est parce que l'échec en lui-même n'implique pas vraiment de prise de conscience. C'est l'indignation qui est la prise de conscience. Quand on est indigné, on est conscient qu'il y a eu une infraction à l'éthique. Mais comme Lévinas met l'éthique comme point de départ, alors on est d'abord indigné, quoi. S'il y a d'abord l'échec et ensuite indignation, alors là on est un peu comme dans l'ontologie, on commence d'abord avec un constat de l'échec, avec une donnée objective, et de là on est censé déduire une conscience morale, quoi. Mais cette tradition de mettre l'échec avant, ben, c'est la tradition de l'Europe depuis le début de la philosophie. Il dit « On peut distinguer dans la pensée européenne la prédominance d'une tradition qui subordonne l'indignité à l'échec. La générosité morale elle-même aux nécessités de la pensée objective. La spontanéité de la liberté ne se met pas en question. Sa limitation seule serait tragique et ferait scandale. » Donc voilà, le problème avec cette pensée de mettre l'échec avant l'indignité suppose que tant qu'il n'y a pas d'échec, je n'ai pas à questionner ma liberté, quoi. Mais questionner sa liberté, c'est d'abord en être conscient. La liberté ne peut que se questionner tout le temps, en fait. Si je ne la questionne pas, alors j'en suis plus conscient et donc je n'en suis pas responsable. Mais s'il y a un truc fondamental avec la liberté, c'est qu'on en est tout le temps responsable, justement. C'est le principe d'une liberté. Donc, quand on a une pensée qui met la liberté comme principe fondamental et lui subordonne les nécessités morales, on a une pensée qui n'est pas vraiment libre, qui devient en fait fanatique de la liberté, et elle verrait en fait l'enfrein à la liberté comme un scandale et une tragédie, et donc l'échec serait un scandale et une tragédie pour la liberté. Donc ici on a une existence de liberté, une existence sans échec, sans obstacle à la spontanéité, comme une existence par défaut. C'est-à-dire en fait dans l'idéal, quoi. Ce qui est fondamental dans l'existence, c'est que celle-ci peut couler sans obstacle. Mais dans ce cas, ce qui est vraiment justifié, dans un sens ultime, c'est ce qui correspond à la spontanéité, hein, au choix personnel de la personne, quoi. Il n'y a que dans une existence choisie que ce qui arrive est justifié dans ce cas-là. La liberté ne se met en question que dans la mesure où elle se trouve, en quelque façon, imposée à elle-même. Si j'avais pu avoir librement choisi mon existence, tout serait justifié. En gros, si on me demande des comptes, tout ce que j'ai à dire, c'est que je n'ai pas choisi cette existence, qu'elle m'a été imposée, et donc le but de l'ontologie, c'est d'arriver à un stade où toute action pour sa propre liberté serait justifiée.
En d'autres termes, si le moi n'a pas choisi quelque chose, je n'ai pas choisi mon existence, alors rien ne peut être justifié. Donc, dans cette vision des choses, la théorie n'intervient que s'il y a échec. Si les hommes se foutent sur la gueule, c'est parce que leur spontanéité rencontre des obstacles, leur liberté est entravée, et donc ainsi l'échec, comme on l'a dit, est ce qui nous mène vers la conscience de soi. La conscience de soi serait le fruit d'une violence, d'une douleur qui serait en fait la mère de la sagesse. Mais cette sagesse, en quoi elle va consister? Elle va consister à la restauration du statut antérieur à cette conscience. Il s'agit en fait de mettre un frein à la violence en question, et mettre de l'ordre dans les relations humaines pour que chacun puisse jouir de sa liberté, mais sans obstacle. Donc on peut dire que la prise de conscience de la liberté, en fait, elle est juste temporelle, quoi. Elle n'intervient qu'en cas d'échec. Et donc c'est là que naît la politique. Le projet de la politique, comme on l'a dit depuis la préface, c'est la paix. C'est faire en sorte qu'on ne s'entretue pas, mais ici, en fait, la paix signifie tout simplement la liberté, ou plutôt une coordination des libertés individuelles pour qu'elles ne rencontrent pas d'échec. C'est comme ça que la politique définit la justice. La justice, c'est déjà le primat de la liberté et de la spontanéité. La politique tente de maintenir ce primat, elle organise la société de manière à minimiser les échecs, ne laissant que les échecs nécessaires pour que chacun continue de jouir de sa liberté. Citation, « La théorie politique tire la justification de la valeur indiscutée de la spontanéité dont il s'agit d'assurer, par la connaissance du monde, le plus complet exercice en accordant ma liberté avec la liberté des autres. » Donc là, on a une position qui confirme la valeur irrévocable de la spontanéité, mais aussi la totalité. Parce que qu'est-ce qu'il faudrait pour que la politique accomplisse cet exploit, pour coordonner en fait les spontanéités, pour que celles-ci n'entrent pas en conflit? Il faut toutes les soumettre à un principe universel et donc totalisant. Donc si ici on a une critique de la spontanéité, ce n'est pas comme dans la critique de Lévinas. La critique de la spontanéité dans la politique consiste seulement à changer la position du moi, le faire sortir du centre du monde, mais elle place l'universel à sa place. Le moi, sa liberté, doit donc être en harmonie avec cet universel. Donc on est dans un système, on est dans une totalité. Toute liberté doit se confondre à un universel, c'est-à-dire que tout devient le même, quoi. D'un même individuel, d'un moi, on passe à un même universel et impersonnel. On est en fait libre que dans la limite où on obéit à un universel, à une vérité générale. Donc on retrouve le primat de l'ontologie. Mais, comme on l'a déjà expliqué avant, vérité et liberté en ontologie sont confondus. Donc, il y a vérité qui prime, et de là, on est censé avoir de l'éthique. La conscience morale n'intervient donc qu'en cas d'erreur, c'est-à-dire quand la vérité ontologique est ignorée. Si on critique la spontanéité, ce n'est que dans le cadre de la réinstituer dans la totalité. Mais ce faisant, on ne fait que déraciner le moi. C'est bien en fait de se remettre en question, de critiquer sa spontanéité, mais si c'est pour s'ancrer encore plus dans la totalité et dans un universel qui arrache le moi à lui-même, c'est pas la peine. Ce qui enracine le moi en lui-même et donc qui lui confère sa liberté, c'est la relation avec autrui, donc avec l'altérité absolue. Ce n'est pas dans un système. Un système qui ne reconnaît pas la différence et cherche l'universel ne peut pas enraciner le moi, quoi. Donc, dans l'ontologie, la critique consiste en un retour à la vérité déjà existante et de laquelle on s'est éloigné, quoi. Elle ne fonde ni la théorie, ni la vérité, elle les présuppose, elle part de la connaissance du monde, née déjà d'une connaissance, de la connaissance de l'échec, la conscience de l'échec est déjà théoritique. Et donc, par contraste, on a la critique que Lévinas propose, celle qui commence dans l'indignité, donc dans l'éthique. Et là, l'éthique ne remonte pas à la vérité, mais au contraire, c'est l'éthique qui va fonder la vérité. Par contre, la critique de la spontanéité engendrée par la conscience de l'indignité morale précède la vérité, précède la considération du tout et ne suppose pas la sublimation du moi dans l'universel. Donc c'est parce que l'indignité morale n'est pas la considération d'un fait, si elle est la fondation de la vérité dans le sens ontologique, l'indignité ne peut pas être la vérité ou soumise à cette vérité. Lévinas le dit clairement, que l'indignité, c'est-à-dire la conscience première de sa propre immoralité, ne répond pas à la vérité, mais elle répond à autrui.
elle est subordination à l'autre, et non pas à des faits, non pas à une théorie qui serait présupposée, quoi. Donc, on a deux idées. On a une idée de la totalité, qui dit que la vérité est déjà accomplie, hein, elle est passée, et en ce sens, elle est faite, et on ne peut que s'y subordonner. Et de l'autre côté, il y a l'idée de l'infini qui en se subordonnant à l'infini, c'est là où se produit en fait la vérité. Voilà. On a l'idée de l'infini en nous, et donc avec cette idée de l'infini, on va se subordonner à l'infini, et en se subordonnant à l'infini, c'est-à-dire on va se subordonner à l'éthique, on va d'abord mettre l'éthique en avant, et là on va produire la vérité. Donc il y a une théorie qui dit d'abord il y a vérité et ensuite il y a éthique, et l'autre, celle de Lévinas, il dit d'abord il y a éthique et ensuite il y a vérité, ou alors la vérité découle de l'éthique. Donc la vérité serait donc quelque chose qui se produit, et dans ce sens, elle est discours. Elle ne se déduit pas, en fait. Hein. Quand on cherche la vérité dans l'idée de la totalité, on ne peut que la déduire à partir de faits, mais ça signifie que la vérité se déduit de la vérité, en fait. Le fait se déduit du fait, tout simplement. Donc la vérité est du domaine du passé, mais ce qui est du domaine du passé ne peut pas être... il ne peut pas avoir de conscience morale. Le théorétique, hein, théorie déjà accomplie, ne peut pas être appelé à secourir son propre... il ne peut pas être appelé à se secourir lui-même, quoi. Il ne peut pas courir à son propre secours. Seul un être moral, en fait, peut faire ça, c'est-à-dire seul un être qui a honte de sa liberté peut se justifier. Et c'est comme ça, en fait, qu'on fonde la vérité. L'idée de totalité et l'idée de l'infini diffèrent précisément par cela. La première est purement théoritique, l'autre est morale. La liberté pouvant avoir honte d'elle-même fonde la vérité, et ainsi la vérité ne se déduit pas de la vérité. Donc là aussi, on voit la différence entre la subordination à des faits et la subordination à autrui. Autrui n'est pas un fait, donc déjà, il n'est pas un obstacle, mais il est la condition même de la liberté. On retrouve donc la notion comme quoi autrui n'exerce aucune violence sur le moi, hein, il n'est pas une menace de mort, il ne peut pas en fait restreindre ma liberté ou m'en priver, et donc du coup la honte de ma liberté, c'est le fondement de ma liberté et non pas son renoncement. Si on a peur de la honte parce qu'on y voit la culpabilité et donc un renoncement à la liberté, bah c'est là en fait où on est dans l'ontologie. On considère la vérité comme un fait, comme un accompli irrévocable, alors que la vérité, c'est quelque chose en fait qu'on engendre de manière active. Donc c'est dans la honte qu'autrui est désiré. C'est dans la honte que le désir métaphysique commence. Mais de quoi est-ce qu'on a honte exactement? Ben, on a honte de notre imperfection en fait. Quand on parle de la honte de la liberté, c'est en fait la honte de l'imperfection. Lorsqu'on prend conscience de notre liberté, on prend conscience de notre imperfection. Et c'est comme ça qu'on peut entrer en relation avec autrui. La honte consiste à se mesurer à la perfection, c'est-à-dire autrui, comme lorsqu'on a honte quand quelqu'un a accompli beaucoup plus que nous, quoi. Tu vois un enfant qui maîtrise déjà un truc, genre il a 8 ans, mais il peut déjà jouer de la guitare comme B.B. King, et toi à l'âge de 8 ans, t'enrouler du scotch autour de ta tête. Voilà, enfin c'est un peu ça, sauf qu'ici en fait le gamin de 8 ans, bah, c'est un peu Dieu, tu vois. Donc tu sens un peu la honte, quoi. Mais c'est ça, désirer autrui. C'est ça, en fait, se mesurer à lui. Et comme il est parfait, ben, tu prends conscience à quel point, toi, t'es imparfait. Et donc, tu as honte d'être la petite merde que tu es, quoi. Et donc, là, tu commences, en fait, à te remettre en question, à remettre en question ta liberté. Tu te dis, putain, je suis une merde et je me crois tout permis. Tu vois, un peu comme les gens qui souffrent de l'effet du Dunning-Kruger. Genre, en fait, quand les personnes les moins qualifiées dans un domaine vont trop se surestimer et prendre la confiance, hein, c'est ça l'effet du Dunning-Kruger. Et puis là, il y a un expert qui arrive, hein, genre tu arrives devant un expert et lui il va te mettre en PLS et tu te dis putain en fait j'ai fait de la merde avec ma liberté. Là on est à peu près dans le même registre, on fait de la merde avec notre liberté et notre pouvoir fait de la merde avec notre liberté et notre pouvoir. On s'en rend compte en nous mesurant à quelqu'un de beaucoup plus compétent, sauf qu'ici en fait c'est un être qui est absolu, hein, ce n'est pas un être relatif. L'expert, voilà, le gamin de 8 ans qui joue super bien de la guitare, voilà, c'est des êtres plus compétents mais dans un sens relatif, alors que là on est en train de se mesurer à un être absolu. Donc c'est pas une mesure qu'on peut quantifier.
peu importe à quel point tu essayes, devant autrui, tu seras toujours une merde. Et donc, c'est là où on se rend compte, en fait, de la facticité injustifiée du pouvoir et de la liberté. Facticité en philosophie, c'est ce qui est d'un fait contingent. Hein. Tu réalises, en fait, que tous tes faits sont en réalité injustifiés. Et donc là, il faut un peu se bouger le cul et donner un discours. Et comme on l'a dit, si on peut avoir honte, c'est qu'on a déjà l'idée de l'infini en nous. Donc, on a comment on peut accueillir autrui, et autrui, ben, comme c'est l'infini, et qu'en plus, cette idée qu'il a foutue en nous, ben, c'est ça, c'est pas juste une idée, mais c'est le désir métaphysique, hein, donc en plus, il l'appelle, quoi. En gros, selon Lévinas, il faut avoir l'idée de l'infini, l'idée du parfait, comme dirait Descartes, pour connaître sa propre imperfection. L'idée du parfait n'est pas une idée, mais désir. C'est l'accueil d'autrui, le commencement de la conscience morale, qui met en question ma liberté. Donc avec tout ça, autrui, il se gêne pas, hein, tu vois, genre il peut débarouler chez toi, tranquille, il te fait culpabiliser pour ton imperfection, et donc il réclame ton discours. Hein. Dis-moi qu'est-ce que tu as fait de ton pouvoir et de ta liberté. Et bien sûr, on ne peut rien répondre à part, j'ai fait de la merde, quoi. Parce qu'il n'y a rien en fait de flatteur dans notre liberté, il n'y a rien dans le discours qui va faire bondir autrui de joie et qui va te récompenser. Hein. Non, dans le discours, on découvre la liberté, mais on découvre aussi pourquoi on en a honte. C'est parce que la liberté est fondamentalement meurtrière, selon Lévinas. La mesure avec l'infini, celle qui nous fait découvrir notre imperfection, Lévinas nous dit, elle s'accomplit comme honte où la liberté se découvre meurtrière dans son exercice même. Elle s'accomplit dans la honte où la liberté, en même temps qu'elle se découvre dans la conscience de la honte, se cache dans la honte même. C'est-à-dire que lorsqu'on est mis devant notre liberté, et qu'il faut en prendre la responsabilité, on va également avoir tendance à la cacher. Dire qu'on n'était pas libre finalement, à nier en fait la différence, quoi. La conscience, en même temps qu'elle découvre la liberté dans la honte, veut cacher la liberté dans cette même honte. C'est là où on va se chercher des excuses, par exemple, où on va chercher à prouver que notre spontanéité était innocente. Mais là, on est dans le domaine de la preuve, donc de l'ontologie. On veut dire qu'on n'a pas choisi, donc on ne peut pas justifier, donc on n'a pas à nous demander de nous justifier. La honte, en fait, nous pousse autant à découvrir notre liberté qu'à la nier. Quand on a honte, on ne veut qu'une seule chose, c'est mourir, en fait. C'est être absorbé par l'histoire, que d'autres parlent à ma place, moi je ne veux pas parler. Mais c'est bien là où le côté meurtrier de la liberté se manifeste le plus. En voulant se subordonner à l'histoire et donc à la mort, on veut aller là où il n'y a pas d'altérité. Et donc là où il n'y a pas d'autrui. Hein, ce qui confirme encore plus l'envie du meurtre de l'autre. En me donnant à un moi universel et impersonnel, j'espère en fait aussi tuer autrui pour ne pas avoir à répondre de mes actes. C'est ça, hein, je me soumets à un universel, comme ça en fait ça m'évite d'avoir à me justifier. Mais le problème de la honte, c'est qu'elle a autrui comme sujet. On ne peut pas tuer autrui par la honte, déjà parce qu'autrui ne peut pas être affecté par le même à cause de la séparation, mais aussi parce qu'on ne peut pas se taire dans la honte. La honte n'a pas, comme dit Lévinas, la structure de la conscience et de la clarté, mais elle est conditionnée par le discours et le désir. Si on a honte, c'est qu'on a déjà parlé, hein, ou du moins, c'est qu'on parle. Donc la honte présuppose la conscience, elle présuppose la clarté, mais aussi la relation avec autrui, donc le désir. Donc si on a honte, c'est que ça y est, on a été démasqué. Notre spontanéité n'a plus rien d'innocent. Comme il dit, le discours et le désir, où autrui se présente comme interlocuteur, comme celui sur qui je ne peux pas pouvoir, que je ne peux pas tuer, conditionne cette honte où, en tant que moi, je ne suis pas innocente spontanéité, mais usurpateur et meurtrier. On retrouve donc cette asymétrie entre le moi et l'autre. Hein. Moi, je suis imparfait en tant qu'usurpateur et meurtrier, quand l'autre est parfait. Ici, on a la grande différence entre le même et l'autre, c'est-à-dire que seul un des deux doit justifier son existence. Autrui, en fait, étant parfait, son existence se justifie d'elle-même, et en ce sens, il me domine. On ne peut donc pas dire qu'autrui est un autre moi. Et on trouve là un aspect intéressant dans l'existentialisme de Lévinas, c'est que le moi ne peut pas provoquer sa propre honte.
La honte ne peut être provoquée dans le même que par autrui. C'est pour ça que autrui, c'est lui le sujet de la honte, okay? C'est lui qui la déclenche. Et ainsi, autrui gagne sur moi un pouvoir que moi, je n'ai pas sur lui. Moi, je ne peux pas faire honte à autrui, tu vois. Un pouvoir, en fait, qui, comme on a vu, n'est pas une violence. Donc, c'est là la supériorité d'autrui. Il provoque la honte dans le moi et il se justifie lui-même. Son existence justifiée est le fait premier, le synonyme de sa perfection même. Donc, si autrui est justifié par défaut, et d'ailleurs, hein, juste une petite parenthèse, hein, quand j'ai dit tout à l'heure que autrui ne peut pas être un autre moi, on va voir en fait dans la dernière section au-delà du visage que c'est plus compliqué que ça. Voilà, j'ouvre une petite parenthèse, mais bon, là, on retourne au texte. Donc, on a dit que si autrui est justifié par défaut, hein, c'est-à-dire qu'il n'a pas besoin du moi pour se justifier ou par rapport à moi, alors que moi, je ne peux pas me justifier que par la relation avec autrui. Voilà, je ne peux me justifier que par la relation avec autrui, donc seul livré à moi-même, ma liberté devient arbitraire en fait. Alors là, on peut dire que si c'est autrui qui m'investit et qui investit ma liberté, hein, on reviendra d'ailleurs sur la notion d'investiture de la liberté, alors je serai comme l'autre de l'autre. Autrui serait aussi pris dans une obligation envers moi et ma liberté. Il doit venir à ma rencontre pour que je puisse être un être moral. Donc si sans autrui, je ne peux pas me justifier, alors je suis vulnérable du point de vue d'autrui. Et donc autrui a la responsabilité morale de me secourir, de donner un fondement à ma liberté. Mais là, Lévinas nous dit juste que être l'autre de l'autre relève de structures très complexes et on n'a pas le temps pour ça, tout simplement. Bref, on arrive ainsi au but de la morale. Elle consiste à retirer le statut de la liberté comme fondamental. Le discours qui justifie la liberté signifie précisément ceci, que la liberté n'est pas fondamentale. Pour que quelque chose soit fondamental, il doit être sa propre justification. Voilà. L'erreur de la pensée européenne, en fait, c'est cette croyance en l'auto-justification de la liberté. La liberté se justifierait elle-même et n'a donc pas besoin de se référer à autre chose, quoi. Mais dans ce cas, la morale devient inutile ou subordonnée à la liberté. On se retrouve dans une position où c'est la morale qui doit se justifier par rapport à la liberté. La morale n'est justifiée que si elle n'entrave pas la liberté, mais voilà, ça c'est un peu absurde. Donc là, on dit la morale devrait faire ses preuves pour être morale. On demande à ceux qui justifient de se justifier, quoi, et donc ça n'a pas de sens. Par contre, si c'est l'inverse, là, ça fait sens. Si on dit que c'est la liberté qui doit se justifier, c'est à elle de se justifier, on ne tombe pas dans un raisonnement circulaire. Donc, on commence avec l'idée que la liberté est violente et arbitraire, donc injustifiée, et c'est la morale qui lui porte secours. La morale commence lorsque la liberté, au lieu de se justifier par elle-même, se sent arbitraire et violente. Donc, la morale est ce qui est fondamental, et la liberté est ce qui est subordonné. Et comme la morale n'a de sens que dans la relation avec autrui, alors la conscience morale, c'est précisément l'accueil d'autrui, c'est la révélation. Autrui arrive, il m'apporte l'enseignement fondamental, le point de départ, et juste avec ça, il me fait réaliser que ma liberté, jusqu'ici, elle n'avait pas de point de départ, donc elle ne peut pas être justifiée. Ce n'est que lui qui peut justifier ma liberté. Donc avec ça, je réalise que jusqu'ici, en fait, je foutais un peu le bordel, tu vois, je faisais un peu n'importe quoi, ma liberté était aveugle et n'avait aucun fondement, et donc du coup, j'étais dans l'erreur depuis le début. Autrui, donc, me montre la limite de mes pouvoirs et ma liberté. C'est en ce sens aussi qu'ils sont critiqués et remis en question. Ma liberté et mon pouvoir, quoi. Ils sont remis en question. Et donc je trouve dans la révélation d'autrui ce qui résiste vraiment à mes pouvoirs et à ma liberté, quelque chose qui ne peut pas être intégré dans une totalité. Mais justement, avec la morale, je peux sortir de cette erreur, et même sortir moi-même de la totalité où je n'existe pas, en fait. Comme dit Lévinas, être devant autrui, devant ce qui résiste à mes pouvoirs, ne les met pas comme force plus grande en échec, mais met en question le droit naïf de mes pouvoirs, ma glorieuse spontanéité de vivant. La recherche de l'intelligible, mais aussi la manifestation de l'essence critique du savoir, la remontée d'un être en deçà de sa condition, commence du même coup.
Donc, autrui est accueilli, morale, remise en cause de ma liberté, et de là, on peut dire qu'on a du savoir, mais aussi qu'on peut faire de la métaphysique. Bref, tout commence avec la relation avec autrui. Donc, si le commencement c'est la relation avec autrui, et qu'autrui conditionne ma liberté, alors la philosophie, si c'est ça en fait l'activité qui permet de remonter aux origines, qui permet de remonter aux premières causes, alors la philosophie, elle a la définition suivante. Philosopher, c'est remonter en deçà de la liberté, découvrir l'investiture qui libère la liberté de l'arbitraire. Le savoir comme critique, comme remonter en deçà de la liberté, ne peut surgir que dans un être qui a une origine en deçà de son origine, qui est créée. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Déjà, la philosophie consiste à libérer la liberté de l'arbitraire. Comme on a vu tout à l'heure, si la liberté se justifie elle-même, c'est-à-dire qu'elle est sa propre origine, alors déjà elle ne va pas y arriver, et en plus de ça, la liberté serait arbitraire. Si elle est arbitraire, le savoir, l'intelligibilité serait impossible. Donc, quand on fait de la philo à la Lévinas, on découvre que la liberté n'est pas arbitraire parce qu'elle a une origine. Donc, il s'agit en fait de remonter en deçà de la liberté. L'existence ne commence pas avec la liberté, mais avec quelque chose antérieur à la liberté. Mais cette chose antérieure, cette origine de la liberté, elle n'est pas de l'ordre de l'ontologie. Lévinas ne dit pas que ma liberté n'est pas sa propre origine, son propos est beaucoup plus subtil que ça. Il dit que si la liberté veut être sa propre origine, elle a en fait besoin d'une origine. Mais dans ce sens, dans ce cas, cette deuxième origine antérieure supprimerait l'origine propre de la liberté. On peut dire que, en fait, on ne peut pas dire que je suis ma propre origine, mais que j'ai une origine qui m'est antérieure. Et oui, on ne peut pas dire ça, mais il faut quand même le dire si on ne veut pas tomber dans la totalité. Une cause en fait qui annulerait ma propre cause serait une cause qui englobe ou absorbe mon altérité. Donc pour que je sois un être autonome et séparé, donc un être libre, pour qu'il y ait un moi et un autre, il faut que je conserve ma propre cause malgré cette cause intérieure. Donc je dois être un être qui a une origine en deçà de mon origine, mais la particularité d'autrui, c'est qu'il ne menace pas mon origine justement. Je suis un être créé ici, c'est dans le sens d'une création ex nihilo. Et on a déjà parlé de la création ex nihilo dans une autre vidéo. La création ex nihilo, c'est-à-dire que même si c'est Dieu qui me crée, comme il me crée à partir de rien, en fait il conserve mon statut en tant qu'être créé littéralement à partir de rien. Donc je reste ma propre cause. Je reste indépendant de la cause antérieure. Donc malgré autrui, qui est l'origine en deçà de mon origine, je reste un être libre, un être qui ne peut pas être intégré dans une totalité. Et donc la liberté, elle est sauvée. Elle est préservée sans être une condamnation de l'existence. Voilà. L'existence, nous dit Lévinas, n'est pas condamnée à être libre, c'est-à-dire à être arbitraire. Il y a un peu une critique de Sartre ici, mais bon, Sartre n'est jamais mentionné dans le livre, mais en tout cas Lévinas l'a un peu en tête. L'homme est condamné à être libre selon Sartre, dans le sens où la liberté est sa propre origine, et on ne peut qu'être libre en fait. La liberté serait la limite de l'être duquel on ne peut pas échapper. Il n'y a pas une origine en deçà de la liberté chez Sartre, et c'est ainsi qu'on est condamné à être libre, on est condamné à rester dans la liberté parce qu'il n'y a rien d'autre justement. On peut donc dire que Sartre reste dans l'ontologie, mais Lévinas en fait rejette cette vision des choses. Il dit que l'existence en réalité n'est pas condamnée à la liberté, mais est investie comme liberté. La liberté n'est pas nue. Donc on retrouve ce concept de la nudité chez Lévinas, qui est en fait l'extériorité. La liberté elle-même n'est pas nue, donc elle n'est pas l'extériorité. Un être libre n'est pas dans son état d'être accompli, d'être extériorisé en fait. Ce n'est que dans le face-à-face avec autrui que je suis nu. Donc il y a autre chose qui transcende la liberté, une origine à la liberté, qui est autrui. On a dit tout à l'heure qu'autrui m'investit, il investit ma liberté, c'est-à-dire que mon existence est investie par autrui comme liberté. C'est autrui en fait qui sollicite cette liberté, cette existence, et donc qui la rend possible. D'ailleurs chez Sartre, autrui menace ma liberté, alors que chez Lévinas, c'est en fait lui qui déjà la rend possible, mais qui aussi l'élève.
Sartre pense que si ma liberté est un investissement d'un autre, alors ma liberté est passive, et donc ce n'est pas de la liberté. Mais comme on a vu, c'est un problème chez Sartre parce qu'il ne comprend pas autrui comme Lévinas le comprend, c'est-à-dire comme infini. Si l'infini investit ma liberté n'est pas passive, mais elle est la condition nécessaire pour l'action éthique. Donc, on est plus libre chez Lévinas que chez Sartre, en fait. On est plus libre en ceci que le savoir chez Lévinas est beaucoup plus critique. Il remonte plus loin que la liberté, alors que chez Sartre, il se limite à la liberté. D'accord ? Il s'arrête à la liberté. Donc, c'est ce en fait en quoi consiste le savoir. La critique, c'est-à-dire remonter à autrui, selon Lévinas. Donc le savoir n'est pas uniquement une question de dire des choses vraies sur des objets. Le savoir consiste plus en fait. Il ne consiste pas seulement à aller vers des objets, mais de mettre en question cette liberté, de mettre en question ce mouvement vers l'objet. Et c'est ça qui fait sa spécificité. Par la remise en question, le savoir pénètre en deçà de sa propre condition. Donc le savoir est critique en ce sens aussi qu'il sait sa propre condition. La connaissance est donc aussi connaissance de la connaissance en fait. Il ne saisit pas uniquement les objets, mais aussi lui-même et sa propre condition. C'est ça le savoir. Il peut avoir le monde pour thème, en faire un objet, parce que son exercice consiste à tenir en main, en quelque façon, la condition même qui le soutient et qui soutient jusqu'à cet acte même de tenir en main. Donc le savoir se met en question, il se tient en main et pénètre en deçà de sa condition. Tous les trois aspects sont en fait la même chose, hein, les trois aspects qu'on a dit tout à l'heure. Comprendre, saisir et justifier. C'est un mécanisme en fait complexe dont on ne prend pas forcément conscience parce qu'il est dissimulé sous l'aspect de l'intentionnalité justement. On croit que le savoir consiste seulement en un mouvement vers un objet, mais non, Lévinas nous dit que il nous dit déjà que cette façon de voir est très naïve. Il y a d'autres choses plus fondamentales en œuvre. Dans l'intentionnalité, il y a certes cette prise en main, cette pénétration en deçà de la condition, mais aussi cette remise en question. Qu'est-ce que cette remise en question signifie ? Déjà, ça signifie une connaissance. Okay, quand je remets mon savoir en question, c'est que le savoir devient l'objet de ma connaissance. Hein, donc un savoir sur le savoir, c'est de l'épistémologie. Savoir d'où vient le savoir, comment il se constitue, hein, c'est quoi ses conditions, etc. Mais il faut faire attention, parce que faire du savoir l'objet du savoir, en fait on va pas aller avec ça, on va pas aller très très loin avec ça plutôt, se pencher sur la condition du savoir, en fait, en faisant de la condition un objet de savoir, à part les problèmes de circularité et de régression à l'infini que ça ouvre, ça ne nous emmène pas en deçà de la condition en fait. Tout ce que ça peut faire, c'est juste nous ramener à de la psychologie. Quelle est la cause du savoir, quel est le principe psychologique dont le savoir découle, etc. Comme il dit, connaître la connaissance reviendrait alors à élaborer une psychologie prenant rang parmi les autres sciences qui portent sur des objets. Donc, si on comprend la remontée en deçà de la condition du savoir comme une recherche de la première cause ou premier principe, notre travail va être stérile, soit on se confie à de la neuroscience ou à d'autres sciences cognitives, soit ça va être une régression à l'infini, quoi. Et donc, on peut dire aussi que le problème de la connaissance n'est pas un vrai problème, et prendre le savoir comme acquis, hein, mais là on retombe dans la liberté qui se justifie par elle-même, quoi. Donc Lévinas nous dit qu'on a deux manières d'aborder le problème, soit on identifie le problème du fondement de la connaissance avec une connaissance objective de la connaissance. On dit par exemple le fondement de la connaissance c'est le principe X ou le principe Y, hein, principe X ou Y serait une connaissance objective de la connaissance, mais là c'est faire du savoir un objet du savoir, hein. Là le savoir en fait il va se justifier lui-même, et comme savoir et liberté sont à peu près synonymes, donc la liberté se justifierait elle-même aussi, et donc on retombe au point de départ. On accepte une vision où l'autre est déterminé par le même, donc en fait c'est une vision de la totalité. La deuxième manière par contre, qui est celle de Lévinas, elle préconise, l'autre manière que Lévinas préconise, c'est identifier le problème du fondement de la connaissance avec la connaissance de la connaissance. Alors ça, c'est pas la même phrase que tout à l'heure, hein, parce que regardez bien, il dit identifier le problème du fondement avec une connaissance objective de la connaissance d'un côté, et identifier le problème du fondement avec la connaissance de l'autre.
On remarque que dans le deuxième cas, Lévinas ne parle pas d'une connaissance objective, mais seulement de la connaissance de la connaissance. Donc Lévinas ne dit pas qu'on ne peut pas avoir de connaissance de la connaissance, il dit que la remise en question, c'est pas avoir une connaissance objective de la connaissance, mais si j'ai une connaissance qui ne porte pas sur un objet, bon déjà on ne parle pas de connaissance subjective non plus. Donc si elle ne porte pas sur un objet, alors cette connaissance de la connaissance, qu'est-ce qu'elle vise en fait? Qu'est-ce qui peut être un objet de connaissance sans être un objet? Et bien la réponse c'est autrui. Donc on a bien quelque chose qui n'est pas une chose, qui est en deçà de la condition du savoir, sans être réduite à un objet de ce savoir-là. Donc la remise en question du savoir est une connaissance, mais qui n'a pas d'objet, ou alors son objet n'est pas un objet en fait. Bref, une connaissance, c'est un mouvement, mais un mouvement un mouvement qui ne va pas vers un objet en fait. Ce n'est pas un mouvement vers un objet, mais c'est un mouvement vers autrui. Et donc, en mettant notre savoir en question, on remet aussi la liberté en question. Le savoir dans l'essence est critique ne peut se réduire à la connaissance objective, il conduit vers autrui, accueillir autrui, c'est mettre ma liberté en question. Donc il est aussi important de noter que la connaissance critique n'est pas non plus la connaissance du cogito. Certes, on peut la distinguer de la connaissance objective, puisque le jeu, qui est l'objet du cogito, n'est à proprement parler, il n'est pas un objet. Le jeu est caractérisé par son psychisme, son intériorité, son secret, donc il n'est pas un objet. Mais l'argument de Descartes n'est pas pour autant critique, c'est-à-dire qu'il ne va pas en deçà de la condition du jeu, justement. Il prend le jeu comme autosuffisant, comme sa propre justification, bien qu'il a plein d'arguments en sa faveur. Et donc Lévinas cite quelques-uns qui laissent croire que le cogito ou le connaissant et le connu se confondent et la connaissance fondamentale. Déjà, il nous dit que l'évidence du cogito, je pense donc je suis déjà, est une connaissance où la connaissance ne joue pas. C'est-à-dire, c'est une connaissance qui ne dépend d'aucune connaissance ou qui ne découle d'aucune connaissance. Elle peut en avoir l'impression, elle peut en fait donner cette impression lorsqu'on la met dans la conclusion d'un argument, mais c'est juste pour la démontrer à ses lecteurs. Donc pour le plaisir de l'argumentation, ou plus exactement pour démontrer qu'il ne peut pas en douter. Mais Descartes lui-même n'a pas besoin d'une démonstration de sa propre existence, puisqu'il en fait l'expérience concrète tous les jours. Donc c'est une connaissance qui n'a pas besoin de connaissance, donc elle est le point de départ en fait. Donc elle n'a pas d'engagement antérieur, et elle n'est que commencement, et en plus, elle n'a pas besoin d'un contexte, elle est une connaissance pure. Elle n'a pas besoin d'être en situation pour être saisie, on en fait l'expérience, et puis c'est tout. Elle est évidence dans le sens le plus évident. Mais Lévinas nous dit, quand même, ce jeu a un commencement qui lui est antérieur. L'évidence du cogito, nous dit Lévinas, ne peut satisfaire à l'exigence critique par le commencement du cogito, car le commencement du cogito lui reste antérieur. Il marque certes le commencement parce qu'il est le réveil d'une existence qui se saisit de sa propre condition, mais ce réveil vient d'autrui. Donc en fait, le souci du cogito, c'est qu'il n'est pas le début de l'existence ou le mode premier de l'existence, c'est un moment qui arrive lorsque l'existence doute, pas forcément d'elle-même, mais de son état. Avant le cogito, en fait, l'existence est dans un rêve. Elle se rêve elle-même, mais sans jamais se poser la question. Elle ne sait pas qu'elle rêve jusqu'au moment où elle doute, jusqu'au moment où le doute s'installe. Le doute cartésien, c'est le doute concernant la réalité. Est-ce que je suis dans la réalité ou dans un rêve? Lorsque l'existence soupçonne qu'elle se rêve, là, elle se réveille en fait. C'est pour ça qu'on parle d'un réveil ici. Le cogito, c'est le moment du réveil, pas le commencement de l'existence. Mais le cogito ne se pose pas la question du comment est-ce qu'il est possible. Qu'est-ce qui permet le cogito? Pourquoi est-ce que le je n'est pas simplement resté dans l'état de rêve? S'il se réveille, c'est bien que quelque chose l'a réveillé. Est-ce que c'est possible que c'est lui-même qui se réveille? Et pour Lévinas, c'est non. La connaissance du jeu par le jeu, c'est ça en fait le réveil du cogito. Et il ne peut être possible que si
elle ne peut être possible que si le cogito n'est pas seul. S'il est seul, ce réveil-là n'est pas possible. Le cogito ne peut pas se réveiller lui-même s'il est tout seul. Il faut un truc extérieur qui réveille le cogito pour que le cogito se réveille. Et donc, du coup, le réveil correspond à une certitude, c'est-à-dire une connaissance dont on a conscience d'abord et dont on est sûr. Et de ce fait, nous parlons d'une connaissance parfaite. Les caractéristiques qu'on a données tout à l'heure concernant le cogito en font une connaissance bien spéciale. Ce n'est pas le genre de connaissance qu'on peut avoir dans le rêve. Parce que tellement on en est sûr, tellement on ne peut pas douter du cogito, ce n'est pas une connaissance qu'on peut avoir dans un rêve. Donc, le cogito est déjà une connaissance qui s'obtient lorsqu'on est arraché au rêve, donc lorsqu'on se réveille. Mais comme c'est une connaissance de pur présent, de présence pure, qui ne dépend pas du passé, alors le rêve, c'est en fait la chaîne causale, c'est l'histoire, c'est la participation dans l'être. Or, on a bien vu que le seul moyen de s'arracher de la chaîne causale, c'est par l'appel d'autrui. Donc soupçonner qu'en rêve, le doute qui s'introduit en nous suppose qu'on est à la recherche de quelque chose de parfait. Mais ceci est impossible sans l'idée du parfait, donc sans l'idée de l'infini, donc sans Dieu qui met l'idée du parfait en nous. Donc, être conscient qu'on doute suppose l'idée du parfait. Sans elle, on ne peut pas douter, on ne peut pas se réveiller ou s'arracher au rêve. Donc, si ce qui me réveille est parfait, donc ça doit être le maître, et ce maître-là, c'est quelqu'un qui vient me donner un enseignement. Le cogito est lui-même un enseignement de Dieu. Il n'est possible que quand j'accueille autrui, donc possible que dans la relation avec le maître. Et donc ainsi, on comprend que le cogito, comme dit Lévinas, n'est ni l'immanence du je pense, ni la transcendance de l'objet. L'immanence, c'est-à-dire que le je pense a en lui son propre principe. Son principe ne lui vient pas de l'extérieur, et donc ça, c'est faux. Le principe du cogito, c'est l'idée de l'infini qui vient de Dieu. Donc son principe lui vient d'ailleurs. Et la transcendance de l'objet, c'est que le je pense s'obtient par transcendance. Ça aussi, c'est faux, puisque dans la transcendance, ce n'est pas le cogito qu'on trouve, mais en fait autrui. Donc, comme dit Lévinas, le cogito s'appuie chez Descartes sur l'autre, qui est Dieu, et qui mit dans l'âme l'idée de l'infini qu'il avait enseigné sans susciter simplement, comme le maître platonicien, la reminiscence de visions anciennes. Donc on a déjà expliqué le problème du maître platonicien et pourquoi le maître infini, qui est Dieu, est différent de ce maître-là. Donc on n'a pas besoin de revenir dessus. Mais bon, disons que l'idée est simple. Pour qu'un savoir soit critique, c'est-à-dire qu'il pénètre en deçà de sa condition, il doit viser ce qui est absolument autre, c'est-à-dire transcender vers ce qui est au-delà de l'être, au-delà de toute ontologie. Et donc la condition en deçà de la condition du cogito, l'origine de la liberté, c'est une condition qui ne peut être connue comme on connaît la couleur du ciel ou l'essence des étangs, c'est-à-dire comme dévoilement. Elle ne peut être que révélée et pas dévoilée. En tant que créature, je ne peux arriver à l'ébranlement de ma condition. Je ne peux pas dépasser ma condition. Mon entendement se limite à mon monde, à ma liberté, dans la limite est ma condition. Au-delà de cette condition, la liberté est incertaine, ce qui fait que la justification est nécessaire. Et donc du coup, le réveil du cogito me fait aussi découvrir que ma liberté, elle est en fait incertitude. L'appel d'autrui consiste en cette prise de conscience que ma liberté n'est pas fondée sur elle-même. Donc je dois courir à son secours. La justification et l'incertitude de la liberté sont donc intrinsèquement liés, et les deux me viennent d'autrui. En ce sens, le savoir critique, comme tout savoir, est un acte, mais c'est un acte qui est au-dessus de tout acte. Donc c'est un acte qui nous élève au domaine de Dieu, au domaine d'autrui. C'est de la métaphysique. Dans la métaphysique, on entre dans le domaine qui échappe à la thématisation. Autrui seul échappe à la thématisation ne peut servir à fonder la thématisation car elle la suppose déjà fondée. Elle est l'exercice d'une liberté sûre d'elle-même dans sa spontanéité naïve, alors que la présence d'autrui n'équivaut pas à sa thématisation et ne requiert pas par conséquent cette spontanéité naïve et sûre d'elle-même.
Donc en fait, la thématisation, si on veut l'appliquer à autrui, ça va être le serpent qui se mord la queue. Si autrui peut être thématisé, alors ça suppose qu'autrui est déjà fondé comme un fait de l'histoire. Mais là, je cherche justement le principe de la thématisation. Donc ça voudrait dire que ce qui thématise est lui-même un thème. Donc c'est quoi l'origine de la thématisation? On va dire c'est la thématisation. Voilà. Donc, circularité. Dans le domaine de l'acte, ça peut s'entendre. On thématise à partir de faits déjà fondés. C'est pour ça que la liberté peut être sûre d'elle-même dans l'ici-bas. Tout ce qui la précède est déjà figé dans l'histoire, mais dès qu'elle tente de se saisir elle-même, dès qu'elle cherche sur quoi elle repose, elle ne trouve rien. Et donc dans cette prise de conscience de sa naïveté, la liberté éprouve la honte d'elle-même. Elle réalise son injustice, c'est-à-dire elle réalise la tendance qu'elle a à thématiser et que tout ce qu'elle fait, tout ce qu'elle a fait jusqu'à présent, c'est thématisé. Et donc la thématisation, c'est un peu le meurtre d'autrui, justement. Et ici, Lévinas écrit « Si la philosophie consiste à savoir d'une façon critique, c'est-à-dire à chercher un fondement à sa liberté, à la justifier, elle commence avec la conscience morale où l'autre se présente comme autrui et où le mouvement de la thématisation s'inverse. » Alors, quand on dit que la thématisation s'inverse, on ne veut pas dire que autrui me thématise. Ce n'est pas « je laisse à autrui me dire c'est quoi le fondement de ma liberté ». Là, on dit que on ne peut se connaître que si autrui nous thématise et puis nous donne la réponse de notre être. Donc là, en fait, on inverse l'ontologie. C'est autrui qui va se mettre à faire de l'ontologie. Autrui, précisément, lui ne thématise pas. Donc, on ne peut pas dire qu'inverser la thématisation, c'est nous qui devenons un objet pour autrui. Autrui ne peut pas réduire le même à un objet non plus, parce que là, on fait de la liberté d'autrui une liberté comme la mienne, justement. Autrui, c'est un autre, ce serait juste un autre moi qui a la même faculté que moi. Okay, il thématise, mais peut-être à un niveau plus élevé, quoi. Donc là, la symétrie se réduit à je ne peux pas thématiser autrui, mais autrui peut me thématiser. Mais là, on fait que comparer ma liberté à celle d'autrui, alors que les deux sont incomparables, justement. Comme on l'a dit plusieurs fois, là, la liberté entre le moi et l'autre serait relative, quoi. On a dit que sa supériorité, son auteur, n'est pas relative, justement, mais absolue, transcendante, métaphysique. Donc, en quoi consiste cette inversion? Selon Lévinas, elle consiste à se soumettre à une exigence, à une moralité. On peut se demander aussi, qu'est-ce que ça veut dire? Bon, déjà, revenons au même. Alors, le moi, comment est-ce qu'il procède? Il procède par impérialisme. Le moi est avant tout un pour soi. Alors, vous vous souvenez de la distinction entre le pour soi et le en soi, la chose pour soi et la chose en soi, le phénomène et le noumen, comment la chose apparaît et comment elle est en réalité. Le moi d'abord apparaît pour le moi. Je me connais en me représentant. Donc la connaissance de soi, c'est avant tout une identification du moi dans ses représentations. Mais ces représentations sont des non-moi. Quand je me représente dans des images, c'est-à-dire dans des objets. Mon corps, mes vêtements, mes possessions, etc. Donc, le moi se possède comme il possède des choses, il se domine, mais aussi étend son identité à ce qui vient en lui-même refuter cette identité. Donc, en fait, j'étends mon identité à ce qui la réfute. Les choses qui ne sont pas moi, en les possédant, je les intègre dans le moi, dans mon identité. C'est la philosophie du conatus, du vouloir naïf de vivre comme l'appelle Lévinas. Ce vouloir vivre, cette liberté, c'est la thématisation. Il nie et possède le non-moi. Il est impérialiste dans le sens où il avance et bouffe tout sur sa route. Donc ce moi, cette liberté, cette thématisation, elle tue. C'est pour ça qu'on dit qu'elle est meurtrière. Elle tue l'altérité, ou plutôt elle suspend l'altérité du non-moi, pour en faire un moi, quoi. Donc, elle est meurtrière, mais face à autrui, le vouloir vivre n'avance pas, mais recule. C'est ici où l'inversion commence. La thématisation, la liberté, au lieu d'avancer, au lieu de prendre plus de terrain, là, elle recule. Elle est devant un être qu'elle ne peut pas tuer, mais pas par impuissance. C'est pas qu'autrui est trop puissant, mais parce qu'en fait, il est trop vulnérable, justement. Il est trop misérable, il est infiniment pauvre. D'où la nécessité de l'éthique. Si on ne peut pas tuer autrui parce qu'il est trop puissant, au lieu de dire on ne peut pas le tuer par morale, alors on est soumis à l'exigence de l'éthique. Donc on n'a rien compris, en fait.
Autrui, en fait, n'arrête pas la marche de ma liberté par la force, mais par l'éthique. D'accord? Donc, il est l'origine de ma liberté et de tout ce qui se meut en moi. Et en ce sens, il déborde toute idée, il déborde toute représentation. Autrui s'impose comme une exigence qui domine cette liberté et dès lors comme plus originelle que tout ce qui se passe en moi. Autrui, dans la présence exceptionnelle, s'inscrit dans l'impossibilité éthique où je suis de le tuer, indique la fin des pouvoirs. Si je ne peux plus pouvoir sur lui, c'est qu'il déborde absolument toute idée que je peux avoir de lui. Voilà. Mais dire que la liberté recule face à autrui ne nous fait pas tomber dans le déterminisme. On a dit plusieurs fois que autrui nous arrache au déterminisme. Dans la philosophie occidentale, il y a souvent cette tentation de limiter la liberté en la niant dans le déterminisme. Mais le problème du déterminisme, c'est pas juste qu'il nie la liberté, ce qui ne la nie pas du tout, en fait, et on va voir pourquoi, en fait, le déterminisme ne nie pas la liberté. Mais en fait, le problème du déterminisme, c'est qu'il nie autrui également. C'est surtout autrui qu'il nie. Le déterminisme, voilà, il nie la liberté d'un côté, mais on va voir plus tard qu'il nie pas vraiment cette liberté. Ce qu'il nie vraiment, c'est autrui. Le déterminisme, en fait, forme un système où il n'y a ni liberté, on va voir que pas vraiment, ni autrui. C'est une totalité absolue. C'est d'ailleurs l'œuvre de Spinoza et de Hegel. Ces philosophes justifient en fait la liberté en la niant. La justification du déterminisme identifie volonté et raison, volonté chez Spinoza et raison chez Hegel, qui, contre Descartes, enlève à la vérité son caractère d'œuvre libre pour la situer là où l'opposition du moi et du non-moi s'évanouit au sein d'une raison impersonnelle. La liberté ne se trouve pas maintenue, mais se ramène au reflet d'un ordre universel, lequel se soutient et se justifie tout seul, comme le dieu de l'argument ontologique. Donc, on a une philosophie qui justifie la liberté, c'est pour ça que j'ai dit qu'elle ne la nie pas vraiment, elle justifie la liberté, mais en l'intégrant dans un ordre universel. La liberté n'existe pas dans le sens où on peut en fait s'arracher à la causalité, elle ne peut consister que dans la réflexion de cet ordre universel. Voilà, la liberté c'est ça, c'est juste refléter l'ordre universel, mais ceci, comme on a dit, est une négation de la liberté, qui n'est pas vraiment une négation. Spinoza et Hegel ne nient pas la liberté, mais au contraire, il la pousse à son extrême limite, à former un système complet, un monisme radical où le même est partout. C'est le stade en fait le plus abouti de l'impérialisme du même. Le système se justifie lui-même, il se justifie tout seul, parce qu'il est le tout. Il devient un ordre universel parce qu'il est logique et autosuffisant, comme le dieu de l'argument ontologique. Alors c'est quoi l'argument ontologique? C'est un argument qui est censé démontrer l'existence de Dieu en se basant sur sa définition. C'est-à-dire que la preuve de son existence, c'est sa définition. Donc Dieu prouve sa propre existence. Dieu est l'être parfait, mais s'il est parfait, il ne peut pas, il ne peut pas ne pas exister. Si Dieu n'existe pas, alors il va lui manquer un attribut essentiel pour être parfait, qui est l'existence. Mais si par définition il est parfait, donc il doit avoir cet attribut-là, donc il doit exister. Bon, c'est ça en fait l'argument ontologique. Dieu se justifie par sa propre ontologie, par sa propre essence. Voilà. Mais là, on a un Dieu qui se justifie par sa propre liberté. Il est une totalité parfaite. Mais une totalité parfaite englobe tout, elle englobe tout, et donc nie la différence. Et donc ce Dieu est lui-même un système. Certes, on a dépassé la connaissance subjective pour un ordre universel et objectif, mais la liberté est toujours totalisante et elle est toujours thématisante. Donc Spinoza et Hegel reprochaient d'ailleurs à Descartes son dualisme. Descartes disait qu'il y a deux substances, le corps et l'âme, une substance matérielle et une substance qui est immatérielle. Et parce que l'immatériel n'est pas matériel, il serait libre parce qu'il n'est pas soumis au déterminisme physique. Et donc dans cette liberté, on a la subjectivité. Elle consiste précisément en cette contingence. Un contingent signifie qui peut ou ne peut pas se produire. C'est indéterminé, donc non nécessaire. Mais si on retire la subjectivité en la réduisant à la matière, alors tout devient nécessaire comme Dieu. Par sa définition, il est nécessaire qu'il existe.
La liberté ici, en fait, consiste à se confondre avec la nécessité, donc de retirer tout aspect de la contingence. La liberté, c'est dire que les choses ne peuvent pas être autrement. C'est un paradoxe, hein, mais ça a le mérite de justifier la liberté et son impérialisme. Sauf que c'est une liberté suicidaire. Elle étend le moi partout, en fait un système, mais ce même se confond avec un ordre universel et donc il devient impersonnel. Mais s'il est impersonnel, donc il n'y a plus de moi. Et le moi est un même, mais qui est personnel. Mais si le même est impersonnel, c'est un même qui n'a même plus de conscience de soi, c'est un même qui n'a plus de cogito. Et donc c'est genre une machine géante, quoi. On l'a certes sorti de l'arbitraire, mais à quel prix? Si la liberté cesse ainsi de se maintenir dans l'arbitraire de la certitude solitaire de l'évidence, et si le solitaire s'unit à la réalité impersonnelle du divin, le moi disparaît dans cette sublimation. Donc on dirait que dans la tentative de sauver la liberté, le même ne pouvait pas en fait tuer l'autre sans se suicider aussi. Et donc son triomphe est un suicide, tout simplement. Du coup bravo, on gagne au change, quoi. Donc la philosophie occidentale semble être une tradition où on n'est jamais, où en fait on est toujours pris entre deux choix. Soit on affirme la suprématie du même et donc la suprématie de la liberté arbitraire, contingente et subjective, ou bien la suprématie d'un même objectif qui est impersonnel, confondu avec l'ordre universel, ce qui au final ne retire pas la liberté de l'arbitraire. La liberté du même impersonnel est tout aussi arbitraire et intérieure que celle du même personnel. Dans les deux cas, l'égoïsme prime en fait. Et tout ça pour pas accepter la relation avec autrui. Donc tout ça pour ne pas renoncer à la thématisation, à accepter qu'il y a une limite à l'intelligibilité, qu'il y a une limite à la raison. Donc refusant d'accepter cette limite, la raison, la philosophie, elle va sacrifier les personnes pour des idées neutres, soi-disant objectives. La philosophie elle-même s'identifie avec la substantiation d'idées aux personnes, du thème à l'interlocuteur, de l'intériorité au rapport logique, à l'extériorité de l'interpellation. Les étangs se ramènent au neutre de l'idée, de l'être, du concept. Et ça d'ailleurs c'est con parce que le même se trouve, se livre à cette bataille absurde pour son égoïsme, alors que son égoïsme est garanti dans la relation avec autrui. Juste parce qu'autrui ne peut pas être saisi, y compris par la raison, parce qu'il est l'obstacle ultime au pouvoir du même, le même est prêt au suicide, dans un caprice. Si en fait on accepte la relation avec autrui, Lévinas nous dit qu'on échappe à l'arbitraire et au neutre. La liberté en fait échappe à l'arbitraire comme le veulent les déterministes sans tomber dans le déterminisme de l'ordre neutre et universel. C'est pour s'échapper de ce dilemme que chez Lévinas, nous avons abordé le moi comme athée et créé, libre mais capable de remonter en deçà de sa condition, devant autrui qui ne se livre pas à la thématisation, à la conceptualisation d'autrui. Donc, dire que le savoir, la liberté, c'est d'abord en fait l'accueil d'autrui, ça permet d'échapper à la dissolution dans le neutre. Mais ça ne veut pas dire que c'est la porte ouverte à un spiritualisme d'un Dieu personnel non plus. Il ne s'agit pas de justifier le spiritualisme ou des croyances personnelles. La relation avec autrui, c'est d'abord une tentative de sauver le langage des sciences psychanalytiques et sociales. Lévinas, en fait, essaye de dire que le langage est avant tout la fondation de notre relation avec autrui. Ce n'est pas quelque chose, en fait, à prendre à la légère. Cette dimension du langage est, selon Lévinas, perdue dans la science moderne, dans la psychanalyse, dans la sociologie, dans la philologie, etc. Toutes ces sciences voient le langage comme un acte manqué. Si on a le langage, c'est parce qu'on veut sublimer ce qu'on n'a pas. Le langage, dans cette vision, est un prétexte à une psychanalyse ou à une philologie ou à une sociologie ininterrompue où l'apparence d'un discours s'évanouit dans le tout. Donc, dans la psychanalyse, le langage est juste en fait la libido refoulée, un acte manqué qui s'exprime, c'est un moyen de totaliser le psychisme de l'individu, de le soumettre à une science. Quant à la philologie, c'est en fait l'étude des anciens textes, et là pareil, le langage sert juste à comprendre des anciennes cultures. Et pareil pour la sociologie, le langage ne fait que nous dévoiler des mécanismes sociaux. Donc, dans tous les cas, on est dans du dévoilement. Le discours se limite à ça, à un dévoilement, et donc il s'évanouit dans la totalité.
Le langage n'offre donc pas de possibilités nouvelles, mais juste à confirmer des faits, à confirmer des accomplis, alors que dans la relation avec autrui, le langage, c'est précisément ce qui rend la totalité et qui permet de nouveaux commencements. Donc Lévinas lui-même veut rompre avec cette tradition classique de la philosophie pour une philosophie nouvelle, une philosophie de la différence, une philosophie du commencement, une philosophie du pluralisme. C'est une philosophie qui ne fonde pas le soi en soi. Si le savoir se pose comme l'existé de la créature, c'est-à-dire que le savoir permet à l'être de jouir de son existence et de sa liberté, il doit aussi être relation avec autrui. Sans la relation métaphysique, on tombe dans une tradition qui veut trouver le soi en le fondant dans le soi. Et donc Lévinas, au contraire, il dit que le fondement du soi ne peut être le soi, mais autrui. C'est donc la différence qui est au fondement du même. C'est les opinions hétéronomes qui fondent la liberté et l'existence du même. Donc Lévinas veut une philosophie qui s'inscrit dans les opinions hétéronomes, c'est-à-dire dans le pluralisme, dans l'hétérogénéité des normes, justement, plutôt que dans l'homogénéité. Donc là, on voit qu'on dépasse le moi. La remontée critique de l'existence de soi ne s'arrête pas à soi, mais remonte encore plus loin. Elle remonte jusqu'à autrui, à l'hétéronomie qui investit les hétéronomies. Donc la présence d'autrui, hétéronomie privilégiée, ne heurte pas la liberté, mais l'investit. La honte pour soi, la présence et le désir de l'autre ne sont pas la négation du savoir. Le savoir est leur articulation même. L'essence de la raison ne consiste pas à assurer à l'homme un fondement et des pouvoirs, mais à le mettre en question et à l'inviter à la justice. Donc c'est ça le rôle de la métaphysique. Ce n'est pas fonder le soi dans un être absolu. L'être s'avère être tout aussi troué que l'étant, mais plutôt la métaphysique, c'est ramener le soi à une relation avec autrui. Donc ici, il y a un rejet de l'idée du fameux Gnoti Soton, le fameux connais-toi toi-même. La philosophie a toujours mis l'accent sur la connaissance de soi comme but ultime du savoir. La connaissance de soi consiste en fait à connaître le fondement de soi dans le soi. Ça suppose donc que je suis mon propre fondement. Lévinas donc rejette la philosophie du connais-toi toi-même, comme saint Augustin qui rejette l'idée qu'on peut faire notre propre bonheur uniquement par la raison et sans passer par Dieu. Donc le soi ne peut pas se connaître lui-même, car ce cogito, comme on a vu, repose déjà sur autrui, juste pour être possible. Il a besoin d'autrui. Citation, non pas que le pour soi soit limité ou de mauvaise foi, mais parce que par lui-même, il n'est que liberté, c'est-à-dire arbitraire et injustifié, et dans ce sens, haïssable. Il est moi, égoïsme. Mais il faut préciser que l'égoïsme n'est pas dénoncé par Lévinas. Au contraire, ce que Lévinas reproche à l'égoïsme, c'est croire qu'il se justifie lui-même. Si le moi n'est pas égoïste, alors il n'est pas vraiment séparé de l'autre. Or, on a dit qu'il est séparé et indépendant, donc il n'est pas contre l'ontologie ou la thématisation. Il est donc normal que le moi cherche à se justifier. Mais Lévinas dit juste que cette justification n'est pas en lui. Elle n'est pas intérieure, mais vient de l'extérieur, elle vient d'autrui. Si ça dérange les philosophes, c'est parce qu'ils croient qu'avoir sa justification en dehors de soi, c'est incompatible avec l'indépendance du moi. Mais si la justification extérieure est autrui, alors l'indépendance du moi est assurée, bien que cette justification nous vient du dehors. Nous ne sommes pas absorbés dans la dépendance à autrui, nous restons athées malgré la présence de Dieu, parce qu'il ne nous attrape pas dans des filets invisibles, que ce soit les filets de l'histoire, de l'être ou de la théodicée. Donc, dépendance d'autrui, c'est une dépendance assez spéciale. Dépendance par conséquent qui à la fois maintient l'indépendance. Telle est la raison du face-à-face. Donc, nous avons les deux côtés de la même pièce. On a la liberté et aussi la critique de cette liberté. L'unité, en fait, de ces deux côtés, c'est ce que Lévinas appelle la créature. L'être créé est une créature à qui Dieu donne toute la liberté et toute son indépendance, donc elle est radicalement athée, mais en même temps, il la rappelle par la critique à sa relation avec lui, à ce qui est en deçà de la liberté investie. Voilà. Citation, l'unité de la liberté spontanée
œuvrant droit devant elle et de la critique où la liberté est capable de se mettre en cause, et ainsi de se précéder s'appelle créature. La merveille de la création ne consiste pas seulement à être création ex nihilo, mais à aboutir à un être capable de recevoir une révélation, d'apprendre qu'il est créé et à se mettre en question. Le miracle de la création consiste à créer un être moral, et cela suppose précisément l'athéisme, mais à la fois, par-delà l'athéisme, la honte pour l'arbitraire de la liberté qui le constitue. Donc voilà pourquoi l'ontologie doit être subordonnée à l'éthique au rapport avec autrui et pas l'inverse comme le fait par exemple Heidegger. Autrui est par-delà l'ontologie et c'est à travers non pas de l'ontologie mais la justice qu'on a accès à autrui. Donc si on retourne à la base, l'expérience première comme veulent trouver en fait les phénoménologistes, bah, c'est en fait remonter à autrui. La relation avec autrui, c'est elle l'origine, c'est elle le premier contact, c'est elle la première expérience. C'est sur elle que tout, d'ailleurs, va se bâtir. Tout commence avec une asymétrie entre le maître et le moi. Cette relation morale est aussi la base de tout rapport social. Le collectif est basé sur l'éthique, donc sur la relation avec autrui. Mais autrui n'est pas pour le collectif comme une ressource ou comme l'essence du collectif. Hein. Ça encore, ça va être de l'ontologie. Autrui ne nous fait pas participer dans le collectif ou dans ce qui nous fait ou dans ce qui nous est familier en fait. Il ne nous donne pas ses pouvoirs et sa liberté pour qu'on les utilise quoi. Il n'est pas non plus un principe d'unicité du collectif. Hein. C'est pas genre il sollicite la sympathie de tous les membres du collectif pour qu'on arrête de se foutre sur la gueule. Et il n'est sûrement pas un bouc émissaire non plus. Hein. Il ne se sacrifie pas pour le collectif. Il n'est pas genre un challenge ou dans un effort de le saisir, de le comprendre, de le dépasser, en fait ses attributs, on sera tous unis non plus. Donc autrui ne nous affecte pas comme celui qu'il faut surmonter, englober et dominer, mais en tant qu'autre indépendant de nous, derrière toute relation que nous puissions entretenir avec lui, ressurgissant absolu. Donc en fait, autrui est à la base du collectif parce qu'il apporte l'enseignement qui fonde le collectif, hein, c'est-à-dire qu'il apporte la justice, tout simplement. Accueillir autrui, c'est avant tout un exercice de justice qui consiste à accueillir un étant absolu. On a aussi en fait, où en fait, on peut aussi, pardon, je dis un terme en arabe, on peut aussi en fait commettre une injustice puisqu'on peut également refuser ce savoir, mais ça aussi, ça fait partie de son enseignement. C'est en ça en fait qu'autrui sert le collectif. Il enseigne la justice, mais il peut aussi enseigner l'injustice. Il révèle le juste et l'injuste en dehors des dichotomies sur les choses, c'est-à-dire en fait que les problèmes auxquels on se heurte concernant les choses disparaissent chez autrui. Les distinctions entre a priori ou a posteriori, l'activité et la passivité se dissipent. Comme autrui est au-delà de la connaissance objective, on ne peut plus utiliser les critères du vrai et du faux pour le connaître en fait. La connaissance objective n'est pas, comme la philosophie a souvent tendance à le maintenir, l'ultime relation de la transcendance. Il y a une dimension encore plus profonde que le vrai et le faux, une dimension au-delà de la connaissance objective, celle d'autrui. Donc la philosophie classique a une conviction indéracinable presque, genre une obsession. Elle est obsédée par la connaissance objective. Si autrui est l'ultime destination de la transcendance, c'est qu'autrui peut être connu objectivement, même s'il est différent des objets ou s'il a une liberté infinie. Et donc cette obsession, c'est ce que Lévinas appelle la nostalgie de la connaissance. La connaissance vers en fait, elle veut un retour au passé, à l'accompli, bref, à l'être, duquel elle se sent séparée. Mais si on peut retourner dans l'être, alors la séparation n'est pas absolue. Mais comme elle est absolue, alors la connaissance arrive à sa limite. Autrui ne peut pas être connu, un point, c'est tout. C'est triste pour la connaissance objective, mais c'est comme ça, il n'y a pas de retour, pas de paradis à retrouver, et on peut ajouter, pas de terre à récupérer. Cependant, dire qu'autrui ne peut pas être connu ne signifie pas qu'il échappe au savoir. Le savoir ontologique, la connaissance objective, la thématisation, tout ça, en fait, le présuppose. La connaissance du vrai et du faux ne peut être fondée que sur la relation avec autrui. Donc, de la connaissance objective, en partant de la vérité comme thématisation, on remonte à la justice. Donc la justice ne découle pas, ou n'est pas déduite à partir
de la connaissance objective, c'est en fait l'inverse. C'est la connaissance objective qui est déduite de la justice. Si elle l'était, alors la justice serait aussi de l'ordre de la thématisation. Plutôt, en fait, elle est présupposée, et c'est pour ça qu'on dit que c'est une remontée. Donc, la connaissance objective, de la connaissance objective, on arrive à la justice par la métaphysique. Et donc ainsi, autrui n'échappe pas au savoir, seulement au savoir thématisé qui le présuppose, c'est-à-dire au savoir du vrai et du faux, celui de l'adéquation entre Noès et Noème. Citation: le sens de tout notre propos consiste à affirmer non pas qu'autrui échappe à tout jamais au savoir, mais qu'il n'y a aucun sens à parler ici de connaissance ou d'ignorance, car la justice, la transcendance par excellence et condition du savoir n'est nullement, comme on le voudrait, une Noès corrélative d'un Noël. Voilà, on va s'arrêter là pour cette première vidéo sur la troisième partie. On a vu les deux premières sous-parties. Et la prochaine fois, on va continuer en fait à lire. Et on va parler plus en détail de cette relation entre la vérité et la justice, et notamment d'un concept très connu en philosophie, surtout dans la philosophie de Descartes, qui est le malin génie. Et donc voilà, je vous dis à la semaine prochaine. Abonnez-vous, sonnez la cloche, le petit pouce bleu, le petit commentaire. Si vous voulez soutenir, vous avez les liens vers Backchiche et aussi les réseaux sociaux. Tout est dans la description. J'espère que cette vidéo vous a plu, que vous avez trouvé ça intéressant, que ça vous aide à mieux comprendre ces ouvrages très complexes. Et voilà, je vous dis à la semaine prochaine.